cette présentation autour de la faune et de la flore. Merci, c'est à toi. Parfait, merci Lise. Alors je pense que vous voyez l'écran a priori, donc je vais vous proposer de commencer simplement par des petits rappels. On parle de faune, de flore, c'est de la biodiversité et c'est bien de partager un peu voilà, les mêmes connaissances aussi de ce terme un peu barbare, qui est en fait un néologisme qui vient du grec bios, qui signifie la vie, et du latin diversus, la diversité. Donc on parle bien de la diversité du monde vivant sur notre planète. Et il y a trois niveaux interdépendants. Il y a les milieux de vie, et on va en voir plusieurs tout au long de la présentation, parce que le Ventoux est richement doté. Il y a les diversités d'espèces, bien entendu, y compris l'espèce humaine, parce qu'on fait partie voilà, du cycle biologique, on est une espèce à part entière. Et ensuite, il y a la diversité des individus au sein de chaque espèce, notamment avec la diversité génétique qu'on a chacun d'entre nous et qu'ont toutes les espèces à part entière. Alors, là aussi, c'est quelque chose que vous savez, mais c'est bien de le rappeler. Cette biodiversité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est le fruit quand même d'une évolution lente depuis l'apparition de la vie sur Terre, c'est-à-dire depuis 3,5 milliards d'années environ, parmi les premières bactéries qui ont évolué, et pour justement avoir les millions d'espèces connues. Aujourd'hui, on a inventorié 2 millions environ. Quand je dis on, c'est la communauté scientifique, bien entendu. Mais les estimations sont entre 8 pour les plus pessimistes, voire 100 millions d'espèces différentes, avec énormément d'espèces comme des bactéries, des virus, etc., qui aujourd'hui ne sont complètement inconnues. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à ce niveau-là. Alors, là aussi, un concept que vous connaissez sûrement, c'est la notion d'érosion de biodiversité qu'on connaît depuis plusieurs décennies maintenant. Il faut savoir que cette biodiversité, elle va créer ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire des biens pour notamment l'espèce humaine, mais pas que, pour la nature en général. Mais notamment pour l'homme, parce que c'est aussi cette biodiversité qui va faire que on va pouvoir se nourrir. C'est aussi des lieux de ressourcement, d'émerveillement, etc. Ça permet aussi d'épurer l'eau, réguler les pollutions, les risques naturels, etc. La régulation du climat, notamment. Et tout ça, finalement, c'est mis à mal par cette érosion de biodiversité, c'est-à-dire le fait que petit à petit, au fil des décennies, il y a des espèces qui disparaissent du fait, en général, d'une évolution de leur milieu de vie qui n'est plus favorable. Et ça, en général, c'est lié aux activités humaines, notamment la destruction et la fragmentation des habitats naturels. Alors, on pense par exemple à l'artificialisation des sols, la bétonisation, les infrastructures de transport qui vont induire des coupures, par exemple, dans le déplacement des animaux qui vont avoir du mal, du coup, à se rencontrer, se reproduire, notamment, et perpétuer les espèces. Il peut y avoir la surexploitation aussi des ressources, et notamment des espèces sauvages par la surpêche, la déforestation ou le braconnage, par exemple. Les pollutions diverses et variées, que ce soit l'eau, le sol, l'air. Tout ça sous un fond aussi de changement climatique, avec donc l'augmentation des températures à certains endroits, enfin des événements plus extrêmes aussi, qui fait que les espèces vont avoir du mal à s'adapter parce que la récurrence de ces événements est trop importante et l'évolution des génomes, etc., ne peut pas être aussi rapide que le changement qui s'opère. Et aussi l'introduction des espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire que autant certaines espèces ont leur place dans la mesure où elles vivent, elles progressent dans un lieu qui leur est propre, avec toutes les interactions du reste de la biodiversité en matière de régulation, autant ces mêmes espèces mises à un autre endroit, eh ben, en l'absence par exemple de prédateurs, vont avoir tendance à exploser et à coloniser, voire supplanter d'autres espèces. Et c'est aussi le cas, ne serait-ce que sur le territoire national. Voilà, donc je vous ai mis à titre indicatif aussi une représentation graphique, là, que vous voyez sous forme de GIF, du déclin de la biodiversité depuis les années 70 par l'indice Planète Vivante du WWF. Alors, si on zoome un peu plus sur le Ventoux,
Nous, on parle d'un Ventoux, le géant de Provence, et il est géant par nature, et c'est un géant de nature aussi, puisqu'on va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'il y a une biodiversité très importante à nos pieds, à commencer par tout ce qui est facteur abiotique. Donc, si on reprend l'étymologie de tout à l'heure, bios, c'est la vie, là, c'est le a privatif, donc c'est-à-dire c'est sans vie, c'est tous les facteurs qui ne sont pas liés au vivant, à commencer par la géologie avec ce qu'on peut noter, enfin, ce qu'on peut aussi appeler comme la géodiversité, c'est-à-dire la diversité des minerais, du sol, etc. Et on le voit bien sur la carte, on a le Ventoux au centre du périmètre du parc, ce qui est un imposant massif calcaire, mais tout autour, on va retrouver une diversité géologique importante avec des ocres, notamment entre Bédouin et Montmoron, par exemple, des sables aussi, des gypses, des argiles, des marnes, même des safres, des alluvions, et tout ça va forcément créer des sols différents sur lesquels ben, de la végétation différente va pousser. Et qui dit diversité de végétation va derrière dire diversité d'espèces notamment. Donc toujours dans les facteurs abiotiques, on a la particularité d'avoir un relief unique, c'est-à-dire que le point le plus bas du parc est à Velleran, 55 mètres d'altitude, le sommet à 1910, donc on a une élévation de la montagne très importante. On parle souvent de sentinelle avancée des Alpes, d'ailleurs, pour parler du Mont Ventoux. Et là, on le voit bien aussi sur la carte du relief. On voit en haut à droite de la carte ben, les baronnies provençales, les préalpes. Là, on sent un peu qu'il y a de l'altitude. Et finalement, on a ce Ventoux là, en décroché, qui est comme une île au milieu d'une zone avec des reliefs beaucoup plus bas. Et ça aussi, ça va créer de la diversité, notamment de climat, puisque ben, on a une perte de 0,6 degrés tous les 100 mètres d'altitude quand on monte. Et donc, forcément, ben, on a des conditions climatiques très différentes entre le bas, autour des villages, et le sommet du Ventoux. On a aussi ben, des expositions au soleil qui sont très différentes. Je pense par exemple aux gorges de la Nesque, avec des gorges profondes. Vous l'avez en photo derrière moi. Où évidemment, ben, les effets d'ombre font qu'au fond des gorges, on va avoir des microclimats différents avec du coup ben, de la biodiversité différente que par rapport aux falaises plus hautes. Et on dit à ce titre que souvent le Ventoux a les pieds en Provence et la tête dans les Alpes, pour justement expliquer cette différence de climat. Ensuite, on a les facteurs anthropiques, c'est-à-dire liés à l'homme, puisque l'homme a façonné son environnement depuis des siècles. Et a commencé par l'agriculture, elle est riche tout autour du Ventoux. Alors, bien entendu, il y a la vigne qui est majoritaire, mais on a aussi une diversité de cultures en termes de, par exemple, lavande, lavandin, plus globalement des plantes aromatiques et à parfum. On a aussi des céréales, du petit épeautre, du blé, etc. On a de l'arboriculture avec des abricots, des cerisiers, des oliviers, etc. On a différents types aussi de raisins, donc le raisin de cuve, évidemment, pour le plus connu, mais aussi du raisin de table, ce qui est assez rare. On a des prairies, du maraîchage aussi, autour de Carpentras. Donc voilà. Il fut un temps que le comtat de Nessin était appelé le jardin de la France. C'est peut-être pas pour rien, c'est parce que justement, il y avait une diversité très importante de cultures. Et tout ça, ça va créer aussi ben, finalement une diversité d'approches pour l'expression des espèces. Ensuite, on a un peu le même pendant pour les espaces forestiers, où on a un véritable patchwork entre de la forêt bien constituée, des futaies, etc., des landes aussi, c'est-à-dire que c'est des zones un peu plus ouvertes, avec de l'herbe, des arbustes, etc. Son pendant avec la garrigue. On a aussi au bord des cours d'eau tout ce qui est ripisylve, donc la végétation des berges de cours d'eau qui vont être plus humides. On a aussi des pelouses, notamment les pelouses d'altitude. Donc évidemment, ce n'est pas les pelouses des jardins, hein. C'est le même terme pour parler voilà, des zones herbacées qui sont en général pâturées. Et ça, c'est une forêt qu'on qualifie un peu de retrouvée,
puisque ça n'a pas toujours été le cas. Fut un temps, la forêt du Ventoux avait été surexploitée, notamment pour les chantiers navals de Toulon, parce qu'on utilisait les bois pour faire des bateaux. Et puis, il y avait une pratique pastorale très importante, et pour ça, il fallait aussi avoir de vastes espaces pastoraux pour faire brouter les troupeaux. Et petit à petit, voilà, la forêt avait perdu de l'espace, créant aussi voilà, des risques d'érosion, avec des éboulements, du ravinement aussi vers les villages en contrebas. Et c'est pour ça qu'il y a eu une opération de restauration de terrains de montagne entre la fin du 19e et le début du 20e, pour justement essayer de replanter et pour fixer les sols. Et finalement, on a justement un milieu forestier qui a été recréé, alors certes de la main de l'homme finalement pour la plupart, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus sauvage et par une gestion permet d'avoir justement beaucoup d'espèces forestières qui retrouvent des lieux de vie propices. Alors, vous l'avez compris, du coup, on est sur un contexte où il y a une diversité d'habitats, c'est-à-dire des lieux de vie, d'espèces, de faune, de flore. On a par exemple les éboulis sommitaux, les pelouses des crêtes du Ventoux. On a des contextes forestiers, là c'est la hêtraie du Ventouré. On a aussi en bas à gauche la ripisylve du Toulourenc. On a le fond des gorges de la Nesque aussi, un exemple. Et puis une zone humide comme le lac d'Aumonieux. Tout ça, cette diversité d'habitats, va créer forcément, là aussi, une diversité de lieux de vie pour tout un ensemble de faune, que ce soit voilà, des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des insectes, etc., etc. Et si on rentre un peu plus dans le détail, en matière du nombre d'espèces, on se rend compte que le Ventoux est très bien doté en termes de richesse biologique, puisque quand on fait un peu la synthèse de tout ça, on se rend compte qu'on a par exemple la moitié des espèces de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en amphibien qui est sur notre territoire, un tiers des reptiles, 80% des espèces de chauves-souris de France métropolitaine. Alors, bien entendu, on compare en général avec ce qui est comparable, hein. Si on prend les territoires français aussi d'outre-mer avec des zones guyanaises, d'Amazonie, etc., c'est sûr, vous imaginez toute la richesse des forêts primaires là-bas qui fait que du coup, le taux du Ventoux baisse un peu. Mais si on compare avec ce qui est comparable, c'est-à-dire en France, on a là aussi, par exemple, la moitié des oiseaux nicheurs en France qu'on peut retrouver sur les pentes du Ventoux et à proximité. On a aussi un tiers de la flore de France qui est quand même assez considérable dans la mesure où, à l'échelle de la France métropolitaine, c'est vrai que le périmètre du parc du Ventoux, ça reste un confetti. Ça reste très petit et se dire qu'on a un tiers de la flore de France sur notre petit territoire, c'est quand même assez unique. Et on a un certain nombre d'espèces, voilà, très rares, menacées, voire endémiques. Alors la notion d'endémisme, c'est assez simple, hein, c'est le fait qu'une espèce va se retrouver qu'à un endroit à travers le globe. Je vous présente par exemple l'espèce végétale que vous avez en bas, la petite cloche là, blanche, c'est la nivéole de Fabre. C'est une espèce qui est décrite uniquement autour des gorges de la Nesque et il n'y en a pas ailleurs dans le monde. Voilà, c'est le même cas aussi pour d'autres espèces qu'on verra plus tard au sommet du Ventoux. Alors, le but, c'était de vous présenter aussi de manière résumée les grands types de milieux qu'on peut retrouver au sein du parc et tout autour du Ventoux. Alors, on va voir les milieux anthropiques, les villes et villages et principalement les terres agricoles aussi. On va voir aussi les milieux humides, qu'est-ce qui fait leur particularité. Les milieux rupestres, c'est-à-dire les falaises, grottes, avens et cavités. Et après, on va voir sous forme des étages de végétation les milieux ouverts et les milieux forestiers. Donc, les milieux ouverts, c'est en opposition aux milieux fermés, c'est-à-dire forestiers, là où il y a de grands arbres, où c'est assez dense. Un milieu ouvert, ça va être une zone là aussi de pelouse, c'est là où on a de l'herbe en général et des zones voilà, en général pâturées, où il y a des arbustes qui vont pousser, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins dense, c'est pas du tout un espace forestier. Et là aussi, on va avoir un certain nombre d'espèces qui sont inféodées, c'est-à-dire qui ont besoin de ce type de milieu pour vivre.
Alors pour les milieux anthropiques, on a résumé ça donc avec les villes et villages et les terres agricoles. Vous avez une petite illustration de ce qu'on peut retrouver sur le territoire avec voilà, des vignes encerclées de haies. Avec des petits bosquets, de la ripisylve, etc. Il y a aussi des talus, des zones avec couverts herbacés. Tout ça, on appelle ça des infrastructures agroécologiques. Alors, c'est un terme un peu particulier, mais pour définir tous les éléments de nature qu'on va retrouver autour du milieu agricole. Et tous ces éléments, ils vont être très importants justement pour la faune et la flore, parce que ça va être des lieux justement de déplacement d'espèces, de reproduction, de repos notamment. Et c'est une des spécificités aussi de notre territoire du Ventoux, c'est d'avoir des petites parcelles agricoles avec beaucoup de diversité en termes de culture, qui fait que ben, on va passer d'une leveraie à des vignes, puis à des oliviers, etc. Là, sur une même zone, avec une haie qui sépare un talus, une bande enherbée, etc. Et voilà, c'est autant de lieux pour les espèces pour y nicher, par exemple. Alors, les menaces sur ce type de milieu, bien entendu, c'est des pratiques agricoles intensives, là où on va, par exemple, couper des haies, faire du remembrement, éviter les couverts végétaux, utiliser beaucoup de produits phytosanitaires, voilà, ce genre de choses. Mais on reste quand même dans un secteur, notre agriculture méditerranéenne, provençale et tout, qui fait que il y a beaucoup moins d'intrants que sur d'autres territoires français. On a aussi, dans les villes et villages, des zones où ben, certaines espèces trouvent refuge. Je pense par exemple aux hirondelles, dans les génoises de nos maisons, dans les clochers aussi des églises, ou les combles, on peut retrouver des chauves-souris ou des rapaces comme des chouettes, etc. Donc même sur les villages, ça peut être porteur de biodiversité. Il ne faut pas se dire que la biodiversité, elle est dans les milieux naturels et elle n'est pas proche de chez nous. Ensuite, en termes de milieu humide, donc ça va être ben, tout ce qui est cours d'eau, les mares, les étangs, les lacs, les zones à caractère voilà, plus humide en général. Donc nous, on a la particularité au pied du Ventoux d'avoir un réseau aussi de mares temporaires qui sont donc gorgées d'eau en fonction des précipitations et qui vont être en général le lieu de reproduction d'un certain nombre d'espèces, notamment ben, le Pélobat cultripède, qui est le petit crapaud à couteau qu'on vous voyez en illustration en haut à droite, qui a besoin justement de mares pour se reproduire. Et après, il va s'enfouir pardon, l'hiver dans des sols plus meubles, composés par exemple de sable ou d'ocre. On a aussi du castor, par exemple, le long du Toulourenc et de l'Ouvèze. On a certains endroits avec de l'écoris à pattes blanches aussi, sur les endroits qui sont les moins pollués, puisque c'est une espèce qu'on appelle bio-indicatrice, c'est-à-dire que dès lors qu'elle est présente, ça témoigne en fait de bonnes conditions écologiques et donc en général d'une bonne qualité d'eau. Et là, les menaces sur ces espaces-là, ben, ça va être le comblement, par exemple des mares, l'assèchement, ça va être la multiplication des barrages aussi, enfin, tout ce qui va être obstacle à l'écoulement de l'eau et à la remontée aussi des espèces, notamment de poissons. Et en lien avec le tourisme, vous le savez sûrement déjà, mais tout ce qui va être petits barrages faits par les visiteurs de nos rivières, notamment dans le Toulourenc, va être néfaste justement pour ces espèces-là. Donc, si on continue le tour des milieux, on passe au milieu rupestre, donc tout ce qui va être grande falaise aussi, ça va être plutôt le lieu de vie des rapaces. Vous avez en illustration le rocher du Cire des gorges de Hanesque, où on va retrouver un bon nombre de grands rapaces, l'aigle royal, le vautour pacnoptère, le vautour fauve aussi, le faucon pèlerin. Alors tous ne sont pas illustrés dans la diapo. On peut retrouver aussi du Grand-Duc d'Europe sur ce type de zone-là, et aussi une multitude d'espèces de chauves-souris qui vont utiliser ben, les infractuosités ou des grottes aussi de ce type de milieu pour y vivre. Et là, le dérangement, il est surtout lié aux activités de pleine nature. Alors, pas tant la présence de public, mais aussi l'aménagement des sites
quand par exemple il y a un site d'escalade qui va se créer, il va falloir mettre en sécurité le site. Donc il va falloir ce qu'on appelle purger les falaises, c'est-à-dire enlever les blocs qui risquent de tomber. Et ces blocs qui risquent de tomber, c'est justement là qu'il y a des infractuosités propices aux chauves-souris. Donc évidemment, la création d'un site comme ça d'activité humaine risque de détruire des zones de gîtes, par exemple. Ensuite, pour ce qui est milieu forestier et ouvert, je vous propose de monter progressivement en altitude dans le Ventoux, en commençant par l'étage méditerranéen. Donc, on a la particularité dans le Ventoux d'avoir 5 étages de végétation. Le premier étant celui dit du chêne vert, qui est l'espèce dominante, avec le pin d'Alep pour les endroits qui ont été par exemple soumis au risque incendie ou voilà, qui ont été brûlés, puisque le pin est une espèce colonisatrice. Donc ça va être le premier qui va émerger de ces zones brûlées. Et là, on va avoir voilà, tout un cortège d'espèces, alors plus ou moins patrimoniales, hein, plus ou moins communes, en fonction si on est dans le milieu très fermé que représente la Chênaie ou des milieux de type garrigue ou lande, comme vous l'avez sur la photo en bas à droite. On va retrouver par exemple la magicienne dentelée, qui est l'orthoptère, c'est-à-dire une espèce de sauterelle la plus grande d'Europe, qui est très rare et très difficile à observer. On va retrouver le silène de Porto, qui est une plante des endroits sableux. Donc, on ne va pas retrouver dans des zones calcaires, mais plutôt justement autour de Bédoin et Mormoran. On va retrouver le lézard osselet, qui lui va aimer voilà, les zones avec des enrochements, typiquement comme la zone qui vous est proposée en photo. On a la genette commune aussi, qui elle, est une espèce nocturne. Voilà, qui va typiquement se développer dans les chênaies fermées. Le renard, le circaillate Jean Leblanc, qui lui préfère les pins un peu seul pour assurer sa reproduction. Là, le risque d'évolution de ce type de milieu, c'est la fragmentation des milieux aussi, puisqu'on n'est pas loin des villages, donc il y a une tendance peut-être aussi à l'urbanisation. La surexploitation forestière, qui peut être un risque, alors même si la plupart des forêts sont gérées, la plupart des forêts publiques, il n'empêche qu'il y a des forêts privées aussi qui ne sont pas forcément gérées d'une manière durable. Il peut y avoir des coupes rases, donc, qui font que du coup, on va modifier le milieu durablement. Si on prend un peu plus de hauteur, on passe à l'étage supraméditerranéen, celui du chêne blanc. Alors, on dit du chêne bas par abus de langage parce que c'est le chêne pubescent qui est majoritaire, mais qui est dit blanc. On va retrouver aussi du buis et du pin sylvestre. Et la particularité qu'on a sur les pans du Ventoux, c'est que c'est l'étage aussi du cèdre de l'Atlas algérien, le cèdre qui fait partie des espèces qui a été replanté lors des opérations RTM que je vous ai présentées tout à l'heure et qui contribue au fait qu'aujourd'hui, on a la plus grande cédrée d'Europe sur la commune de Bédoin. Donc là aussi, on va retrouver plus ou moins les mêmes types de menaces, avec le même type de milieu, mais avec des espèces sensiblement différentes. On a d'un côté des milieux là aussi fermés de chênes pubescents et des milieux plus ouverts dès lors qu'ils sont en général pâturés. Toujours si on monte en altitude, on tombe dans des endroits plus frais avec des variations de température plus importantes entre le jour et la nuit. C'est l'étage du hêtre, l'étage montagnard. Toujours avec cette alternance de milieu fermé, donc étré et milieu ouvert. Là, on est plutôt aussi sur des pelouses d'altitude. On va, par exemple, retrouver l'Apollon, qui est un papillon menacé aussi de disparition, puisque là, typiquement, si on laisse l'évolution naturelle de la forêt, l'absence de pastoralisme, l'absence de grande faune, par exemple, qui va venir consommer la végétation et donc du coup maintenir ce milieu ouvert, on aurait tendance à une fermeture et une création de forêts à la place. Et du coup, autant de lieux qui seraient supprimés pour l'Apollon. Je vous ai omis quelques espèces aussi assez emblématiques, comme la chouette de Tannenbaum,
qui est une espèce plutôt d'affinité polaire, mais qui va retrouver des conditions favorables voilà, sur les hauteurs du Ventoux. C'est une espèce qui affectionne particulièrement les vieilles forêts, puisqu'elle va nicher dans des infrastuosités de vieux arbres, par exemple. Donc, dès lors, par exemple, il y a une branche qui casse, ça va créer un trou, et donc elle va affectionner ce type de milieu. Il y a la vipère d'Orsini aussi, qui est très emblématique, voilà, notamment des pelouses du Mont-Serein. Ensuite, on est sur l'étage du pin accroché, avant d'arriver au sommet, avec là aussi à la marge donc, des pelouses, notamment à Genivrier-Nain, donc c'est l'image en bas à gauche. Là aussi, on va retrouver les mêmes risques, hein, le changement climatique, la fermeture des milieux, potentiellement de la surexploitation forestière aussi, et avec tout un cortège d'espèces d'affinités encore plus montagnardes, puisqu'on prend encore plus d'altitude. C'est là qu'on va retrouver le chamois, notamment, que vous connaissez assurément. Je vais volontairement un peu plus vite pour essayer de tenir le délai, et je répondrai à vos questions par la suite. Ensuite, voilà, on a fini notre ascension, c'est l'étage du Pierrier sommital, les stages pseudo-alpins, donc qu'on note comme asylvatique, donc toujours le A privatif par rapport à la forêt donc, du Sylva. Donc asylvatique, c'est la zone sans arbres. Mais à bien regarder, il y a tout un ensemble d'espèces de flore très diversifiées, où là, on va retrouver justement des fleurs endémiques du sommet du Ventoux. Par exemple, le fort de l'Oiseleur, on la retrouve que sur le sommet du Ventoux. C'est des zones avec des températures et des conditions climatiques très extrêmes, où justement les fleurs ont dû, voilà, au fil des millénaires, s'adapter à ces conditions-là. Et voilà, elle développe des stratégies pour justement avoir un port, par exemple, très prostré, très bas pour éviter justement les vents forts. Elles ont des graines des racines très, très longues et profondes pour aller chercher le sol en dessous des pierres. Donc voilà. Et là, typiquement, la présence de surtourisme, notamment autour du sommet de ces zones-là, risque de créer voilà, des divagations de public et du coup du piétinement, de l'érosion aussi, de ces éboulis et donc du coup une dégradation de ces habitats d'espèces, voire une destruction aussi d'espèces. Donc, nous, au sein du parc, on essaye de travailler sur, évidemment, la préservation de tout ça, vous le savez. Parmi les 5 missions, on a la protection et la gestion des patrimoines naturels, culturels et paysagers. Donc là, on parle bien de patrimoine naturel. Mais on a d'autres missions, et notamment voilà, l'accueil, l'éducation, l'information. Et c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser le maximum de personnes au bon comportement à avoir aussi sur un espace naturel. Notre action, elle est guidée par la charte. Donc, on avait fait un premier webinaire sur le parc et comment ça fonctionne. Là, c'est un extrait de la charte qui condense en fait les enjeux liés à la préservation des patrimoines naturels, donc de la biodiversité. Et donc, on a une carte aussi qui s'appelle le plan de parc qui vient spatialiser un peu toutes les actions pour guider l'action du parc et de ses partenaires. Et donc, si je dois conclure pour vous donner quelques billes sur les préconisations en matière de tourisme durable, ce qu'on essaye de faire pour préserver la biodiversité, c'est essayer de mieux répartir les flux de visiteurs dans l'espace et dans le temps pour éviter des concentrations et donc justement les risques de dégradation. C'est sensibiliser, bien entendu, au respect des milieux et des espèces, le public. Je pense par exemple aux périodes de nidification, par exemple, et aux sites. C'est pour ça qu'on essaye de réorienter les gens vers d'autres endroits dès lors qu'il y a des sites qui sont trop sensibles. C'est diffuser, bien entendu, les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire en milieu naturel. Pour ça, il faut avoir une connaissance aussi des réglementations en vigueur, parce qu'il y a certains espaces qui sont protégés. Je pense par exemple là aussi au risque incendie en été avec une fermeture des massifs. Donc c'est important de savoir si on peut ou pas y aller. On essaie de proposer donc des offres de découverte alternatives, c'est-à-dire que là aussi, pour mieux répartir les flux de visiteurs et essayer de voir autre chose.
On avait développé il y a quelques années un schéma d'interprétation qui se développe petit à petit. L'idée étant, ben, voilà, sur un angle un peu plus culturel aussi, ben, faire découvrir autre chose que nos principaux sites de découverte, tout en essayant de limiter quand même les aménagements, puisque l'idée, c'est pas de suraménager chaque site, chaque lieu de découverte avec des panneaux, des bornes directionnelles pour guider les gens, etc. Il faut que ça reste quand même le plus naturel possible, avec justement une présence du public raisonnée. Pour ça, ça sous-tend de raisonner aussi la communication, la promotion aussi de certains sites, et savoir aussi garder des endroits secrets, puisque voilà, avec à l'heure des réseaux sociaux, etc., on sait que les gens cherchent des endroits nouveaux pour aller balader, randonner, des curiosités à découvrir. Et bien souvent, après, il y a des endroits qui se trouvent surfréquentés. Je pense par exemple au Vala de Picarel, le Ravel aussitôt, donc qui est de nom pour la même zone dans les ocres de Montmoron, qui il y a quelques années n'était pas connu. Et puis, au gré justement de la communication via Internet, ben, il y a beaucoup de gens qui y vont maintenant. Le site n'est pas aménagé, il n'y a pas d'information. C'est privé, totalement privé. Les gens, ben, il n'y a pas de cheminement, donc ils vont un peu n'importe où. Ils pique-niquent, ils laissent des déchets, etc. Ça crée des conflits d'usage. Enfin, je vous passe tous les problèmes qu'il y a. Mais voilà, et c'est important aussi dans la manière de diffuser de l'information, de savoir aussi pas tout exposer et en garder aussi. Voilà. J'ai essayé d'être le plus court possible. Je suis désolé, c'était dense. Simplement un dernier point pour rappeler les autres dates qu'il y a. Donc un point sur le sommet, sur le Toulourenc aussi, les gorges de la Nesque. Donc c'est nos trois sites emblématiques. Et puis les autres sites justement où là on parlera un peu plus en détail. Les sites de baignade et au crier notamment. Et ensuite, on verra ben, tout ce qui est conseil à proprement parler de manière générale le 13 juin. Comme l'a dit Lise en introduction, vous avez la possibilité de revoir les replays de chaque webinaire si vous en avez raté, et aussi de reconsulter à tête reposée un peu les présentations qu'on vous fait voilà, sur le site du parc, sur la rubrique actualité, et les essentiels du parc. Voilà, je vous propose de passer à la phase de questions. Merci beaucoup, Anthony. Donc effectivement, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. La parole est à vous. Et merci aux dernières personnes qui ont pu nous rejoindre autour de 14h05. Alors, je vois que l'Office de tourisme Ventoux Sud a levé la main, donc vous avez la parole si vous voulez ouvrir votre micro. Alors, normalement, c'est fait. Je ne sais pas si vous nous entendez. C'est bon. Ok. Bon. On vous écoute. On a eu des premières questions sur l'histoire des gîtes d'étape, bivouac, et c'est le gros problème autour du Ventoux, et les refuges aussi. On voulait savoir voilà, ce qu'il en était, comment orienter les gens, les demandes à ce niveau-là. Ok. Alors, le bivouac sur le massif, en général, il est toléré. Pour autant, plus on va, et plus on a des problèmes liés au risque incendie. Et donc, il y a l'arrêté préfectoral d'accès au massif qui réglemente justement la pratique de bivouac sur le massif du Ventoux à quelques sites pour lesquels c'est autorisé et c'est interdit sur le reste du temps. Ça, c'est de la période du 15 juin au 15 septembre. Donc, je vous invite à consulter cet arrêté préfectoral qui est diffusé en général par les services de l'État. Et c'est un point qu'on aura l'occasion de redétailler dans justement les conseils nature du géant, parce qu'on parle plus spécifiquement de ces questions de bivouac, d'accès aux espaces naturels. Il y a le bivouac, mais il y a aussi le camping sauvage, aussi, le caravaning en bord de route, par exemple. Donc voilà. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le parc du Ventoux, ce n'est pas un espace réglementaire en tant que tel. Pour autant, ben, c'est vrai qu'au regard de la fréquentation, il faut quand même arriver à canaliser le public et éviter les débordements. C'est pour ça qu'il y a
de manière ponctuelle des réglementations qui existent, notamment par exemple les arrêtés de protection de biotopes qui viennent réglementer les activités dans des hotspots de la biodiversité, là où on doit protéger les espèces phares du site. Et donc, il y a une révision des arrêtés qui est en cours pour justement mieux coller à la réalité du moment. Alors, vous dire en détail, aujourd'hui, là, vous pouvez y aller pour du bivouac, là, vous ne pouvez pas. Moi, je vous invite à suivre le webinaire, le dernier webinaire pour avoir plus d'infos. Mais sinon, voilà, d'une manière globale, voilà ce que je peux vous répondre sur la pratique du bivouac. Et pour les refuges, peut-être Anthony aussi, ne pas hésiter à nous rebasculer les demandes ou à l'Office national des forêts, si on est en forêt domaniale, pour justement préciser les choses, quoi. Nous, on peut apporter une réponse peut-être plus précise en fonction de la demande et au cas par cas. Et il y a 2 refuges, c'est ça, sur le Ventoux? Alors, on ne peut pas proprement parler de refuge, on est plutôt sur des cabanes. Il y a le Jazz Forest, qui est un gîte, qui est une cabane en gestion libre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réserver. Il y a 5 couchettes de mémoire. Voilà. Et après, il y a on peut dormir à proximité du bâtiment. Ouais. Sauf en période estivale, de toute façon. Et après, il y a le pavillon du Rat qui a été aménagé et qui, lui, est également ouvert en gestion libre, que je ne dise pas de bêtises, d'octobre à avril ou avril-mai. Ensuite, il est fermé, il est plutôt réservé aux bergers ou voilà, à des usagers qui travaillent dans les bois. Mais il est ouvert au public d'octobre à avril-mai. Voilà, il peut être aussi proposé en location avec un accompagnateur, avec un guide accompagnateur au tarif de 100 € la nuit. Après, on a des cabanes, mais on n'a pas de refuge. Voilà, on a par exemple le Jazz des Pèlerins, dessus de la piste des 1500, dessous du sommet, qui est aussi un endroit pour lequel le bivouac est autorisé en période estivale, par exemple. Ça fait partie des zones de dérogation. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions, on espère vivement que ça vous a intéressé. Voilà, si vous avez peut-être envie de pousser certains sujets, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous, à diffuser ces webinaires auprès de vos équipes, ou de vos collègues, de vos amis, si ça vous semble intéressant. Et du coup, on vous donne rendez-vous peut-être à certains si vous êtes inscrits la semaine prochaine pour le webinaire sur le sommet. Voilà, merci à vous, à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.